Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Vous connaissez ce rendez-vous, il est en direct tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, changer de vie, c'est possible. Oui, c'est possible. On se laissera guider par la voix de Charlotte Desrosiers-Natral, podcasteuse. Elle a changé de vie, elle a même écrit un livre. Elle est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, l'achat public, voilà un sujet sérieux. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On en parle avec un expert juridique dans Smart et réglo. La pause café, on se dit tu, on se dit vous, comment ça marche dans l'entreprise? On est toujours un peu embarrassé, on ne connaît pas la personne, on hésite à le tutoyer. On en parlera avec Annie Grismer. Elle nous donnera, comme chaque fois, des trucs et des astuces. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH de Siemens Smart Infrastructure. C'est la structure de Siemens qui invente la ville de demain. Presque 2000 collaborateurs qu'il va falloir réintégrer sur site. C'est pas si simple. On va en parler avec le DRH. Ce sera dans le cercle RH, fenêtre sur l'emploi. On parlera des ingénieurs des arts et des métiers. C'est une marque, c'est très prestigieux. On les appelle les Gazars. Certains se sentent menacés professionnellement. Et justement, l'association des anciens élèves se mobilise. Ils leur viennent en aide. On en parlera à la fin de l'émission. Voilà le programme chargé aujourd'hui. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, changer de métier, en quelque sorte changer de métier, et donc changer de vie, évidemment. On en parle avec Charlotte Desrosiers-Natral. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes alors la fondatrice de Pourquoi pas moi? Bon, un titre évocateur, Pourquoi pas moi? Parce que c'est vrai qu'on beaucoup y pensent et peu franchissent le pas. Et puis vous venez de sortir pour prolonger votre expérience. Et si je changeais de métier, édition Mango, voilà, avec cette idée que c'est possible, qu'on peut le faire. Podcasteuse, il faut le préciser. Juste quelques mots sur ce changement, parce que en fait, vous racontez d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que la cadre dynamique, mariée, bien rémunérée, balance tout? Alors en fait, ça s'est fait de façon assez violente parce que mon corps me parlait de plus en plus fort. J'ai été directrice marketing dans des très belles boîtes. Et puis mon corps me disait Charlotte ralentis, mon entourage me disait Charlotte ralentis. Mais en fait, je me disais mais non, mais je ne peux pas m'arrêter. Là maintenant, il y a une levée de fonds, c'est la fin du trimestre. Puis je ne peux pas leur faire ça, je ne peux pas m'arrêter. Et puis jusqu'au jour où mon corps m'a définitivement lâché, j'ai fait un burn-out qui m'a mis à terre. Et en fait, rideau quoi. Rideau, le truc. En fait, ça a commencé par un très très gros malaise, mais bon, je suis allée voir le médecin qui m'a dit il faut vous arrêter. Non, mais je peux pas m'arrêter, je fais pas partie de ces gens-là. Et puis j'y suis retournée. Et puis là, j'ai commencé à avoir une oppression dans la poitrine. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que je n'arrivais plus à travailler. C'est-à-dire que j'étais plus un bon manager, j'avais plus aucune patience, j'arrivais plus à faire des trucs opérationnels complètement basiques. Et puis à la maison, j'étais complètement odieuse, quoi. J'étais irascible, je pleurais tout le temps. Et puis un jour, je me suis dit mais en fait, Charlotte, là ça va pas, là tu es déjà allé bien loin et il faut que tu t'arrêtes parce qu'en fait tu pourras plus te lever en fait. Et le donc, corps a tiré la sonnette d'alarme. Exactement. En fait, le truc dont je me suis rendu compte, parce que je l'ai expérimenté, et puis aussi parce que maintenant je mène des interviews via le podcast, et c'est qu'en fait notre corps nous parle de façon très très puissante et qu'il suffit juste de l'écouter et il faut l'écouter. Écoutez son corps. Donc c'est une rupture physique, c'est votre corps qui vous indique qu'il faut basculer. Ouais. Et puis vous basculez vers ce podcast, Pourquoi pas moi? J'imagine que c'est peut-être aussi une manière de transmettre et peut-être de soigner aussi d'une certaine manière. Exactement. En fait, il y a eu un petit moment quand même où ça a été compliqué de me dire il faut se reconstruire. Oui, il faut arriver à retenir debout et puis reprendre confiance en soi. Et en fait, je me suis dit comment je fais pour aider toutes les personnes en fait qui sont dans le même état que moi, en tout cas à l'époque où j'étais dans le déni, parce qu'en fait je me suis rendu compte que moi je parlais du burn-out de façon très très libérée, parce que ça fait partie de moi. Moi je suis un livre ouvert, et les gens quand je leur disais voilà je suis en burn-out, ils me regardaient genre mais oui t'as un petit coup de mou. Je fais non là je suis arrêtée depuis 2 mois. Et puis il a fallu ce moment de me dire j'accepte d'avoir autant travaillé pour avoir ce job, ce salaire, ces responsabilités, cette place dans la société, ce truc où tu disais dans 5-10 ans où est-ce que je serai là. Ouais. Et de se dire en fait non. Dans le profil de la guerrière à qui tout réussit, rien ne l'arrête, on fait tomber mur un par un. Le rouleau compresseur. Et en fait, il y a une remise en question intérieure de cela, de cette espèce de schéma du rêve américain ou du rêve français de la French Tech. Ah mais tout à fait. En fait, je me suis dit, il y a eu
pas mal d'éléments dans ma vie à ce moment-là. J'ai fait un MBTI, je me suis rendu compte que j'étais extravertie à un point complètement délirant. J'ai été dîner chez une amie, en fait, elle gagnait avec son mari moitié moins que ce que je gagne moi, alors que c'était eux deux. Enfin, et je me suis dit, mais ils sont heureux. Et je me suis dit, finalement, on avait vécu à Marseille avant ces jobs-là, et je m'étais dit, mais en fait, à Marseille, on gagnait beaucoup moins d'argent, mais on était heureux. Et j'avais moins d'équipe, enfin, j'avais pas une grosse équipe. En fait, finalement, ces modèles, on se les met nous-mêmes, en fait. Vous êtes détaché, finalement. Carrément. Vous êtes détaché, allégé. En fait, je me suis retrouvée, moi. En fait, le vrai sujet, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais correspondre à un modèle qu'on attendait, que la société attend de nous, mais je n'étais pas moi-même, en fait. Et aujourd'hui, la chose que j'ai découverte, c'est qu'on a tous une mission de vie. On est tous nés pour faire quelque chose. Et ça, c'est grâce aux 50 interviews que j'ai menées la première année avec le podcast. Tout le monde me disait, je suis bien, je suis alignée, je suis à ma place. Mais Charlotte, c'est intéressant parce que vous basculez, on l'a compris, il y a ces podcasts qui ont reçu des prix, un meilleur podcast créé en 2020 chez Podcastéo Awards, et puis deuxième prix du public au Paris Podcast Festival. Donc ça veut dire qu'il y a du contenu, il y a du sens. Comment vous vous présentez quand vous allez frapper à la porte de quelqu'un, vous dites j'ai vraiment envie de l'interroger, de l'interviewer en quelque sorte, parce qu'après tout vous faites une sorte de métier de journaliste. Ouais. Qu'est-ce que vous lui racontez ? Comment vous introduisez cette... Ça m'est arrivé il y a 2 jours devant l'école de mes enfants où il y a une personne qui est très connue en France, qui est un père d'élèves, et je me suis dit allez, je le vois, j'y vais, je me lance, et en général je fais ça par mail, et là je me suis dit bon Charlotte, c'est l'occasion, l'école c'est un lieu formidable. C'est ça, bon, ça m'était déjà arrivé dans la précédente école des enfants, et la personne m'avait dit non, donc je m'étais dit bon là celle-là j'y vais. En fait j'y vais simplement en me disant bah voilà, moi j'ai vécu un burn-out, aujourd'hui mon envie c'est d'aider les gens à se dire ils ont le droit d'être heureux, tout le monde a le droit d'être heureux, et c'est pas parce qu'on est dans un job où on se sent pas bien qu'on n'a pas le droit de changer. Et après, moi je ne prône, même si j'ai mon livre qui dit si je changeais de métier, dans le livre j'aide les gens à se poser les bonnes questions de est-ce qu'ils ont vraiment besoin de changer de métier ? Parce que je ne suis pas convaincue qu'on ait tous besoin de se reconvertir. Parce que c'est quand même un truc un peu costaud. C'est le discours ambiant, ça. Oui, ouais. Mais en fait, non. Si on arrive à retrouver du sens dans sa vie en dehors de son job, ou finalement on peut faire le même job ailleurs aussi. Mais d'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas appelé votre livre « Et si je changeais de vie » ? Parce que dans votre cas, c'est un changement de vie, c'est bien plus qu'un changement de métier. Parce qu'en fait, il fait partie d'une collection. Et donc, du coup, là, c'était changement de métier. Donc, c'est toujours pareil. C'est les éditeurs qui, évidemment, vous ont... C'était une commande d'un éditeur. Vous canalisent sur le... Qu'est-ce que vous leur demandez aux personnes que vous interrogez et qui deviennent vos podcasts ? Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux ? De l'authenticité, qui se livrent. En fait, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, tout le monde m'a dit, il y a déjà des podcasts qui existent dans ce domaine, évidemment. Mais ce qui me manquait pour moi, c'était qu'on parle du rôle de l'entourage, qu'on parle des peurs, des doutes. Et en fait, c'est un truc dont on ne parle jamais, mais sauf que dans la vraie vie, on a tous peur à un moment, on a tous des doutes. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de montrer les coulisses de la vraie vie, en fait, et de dire aux gens, regardez, oui, il a eu peur. Mais en fait, si tu as peur maintenant, bah, lui aussi, il l'a fait. La peur de quoi ? De franchir le pas. La peur de franchir le pas. De dire j'ai envie, mais je peux pas, j'ai plein de contraintes. En fait, les contraintes, on se les met nous-mêmes. Et puis, parfois, on a des vraies contraintes qui sont financières parce qu'il y a des personnes qui viennent de divorcer et compagnie. Évidemment. Mais c'est de dire je choisis. Je choisis parce qu'en fait, c'est pas le moment pour moi d'opérer ça. Mais en fait, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir et de dire je choisis. Ça change tout. D'ailleurs, en contre-champ, vous qui êtes passé par l'épreuve du burn-out, on a fait des émissions à la fois avec des témoignages, avec des psychologues. On a traité souvent de ce sujet. Comment on gérait ou a géré l'entreprise lorsque vous vous êtes effondré ? Tout d'un coup, vous aviez moins de succès dans l'entreprise ou on vous a vraiment accompagné ? Alors en fait, c'était une petite boîte. Je les ai appelés en leur disant, en fait, j'ai fait mon gros malaise. Je leur ai dit, au fait, là, j'ai fait un gros malaise et tout. Il faut que je ralentisse. Mais sauf qu'en fait, en vrai, on m'a dit Charlotte, c'est bon, on sauve pas des vies et tout. Mais sauf qu'on était en pleine levée de fonds. Donc bon, il y a 3 semaines après, on me dit, écoute Charlotte, tu peux pas ralentir parce que sinon, voilà. Et puis je ralentis pas. Et puis par contre, le jour où j'ai appelé mon boss en lui disant, écoute, là, je suis arrêtée 1 mois, il m'a dit, écoute, Charlotte, on sauve pas des vies, ta santé avant tout. Deuxième fois. Ouais. Mais pour le coup, il a été vraiment exemplaire dans le sens où il m'a dit, écoute, ta santé avant tout, je compte sur toi. Oui, c'est pas idéal, mais t'inquiète pas, je gère, l'équipe gère, et je veux qu'avant tout, tu te recentres sur toi et tu te reposes. Et donc, il a été humain. Il a été complètement humain. On a eu une invitée sur ce plateau qui crée des parfums. Elle est venue nous présenter sa collection de parfums. C'est une entreprise artisanale, presque industrielle, et qui nous disait qu'avant qu'elle reprenne cette entreprise, elle avait d'abord dû faire une sorte de conseil de guerre avec son mari. L'entourage joue un rôle important. C'est essentiel. L'entourage, c'est essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais le mettre en lumière dans le podcast, parce qu'on n'en parle jamais. Sauf qu'en fait, en fonction de comment on est accompagné,
on va réagir de façon différente en fait. Et on appelle ça des amis magiques, c'est qu'en fait souvent on a des personnes dans notre entourage qui sont des amis magiques et qui ont plus confiance en nous-mêmes que nous on a confiance en soi. Et d'ailleurs avant que j'ai l'idée du podcast, tout le monde m'avait dit, parce que je savais que je voulais monter une boîte mais aucune idée de quoi, et tous mes amis m'avaient dit mais Charlotte, on est sûr, tu vas cartonner, tu vas faire un truc de fou et tout. Et en fait à ce moment-là ça m'a mis une pression de dingue. Oui, bien sûr. Et 4 mois après, quand j'ai lancé le podcast, toute cette confiance qu'ils ont eue en moi, finalement, ça m'a donné des ailes. Des ailes, un livre, un podcast, des conférences aussi, parce que ce que vous nous dites sur ce plateau, c'est aussi, vous le dites en vrai, connecté directement avec ceux qui vous écoutent, des femmes en particulier, mais aussi des hommes qui sont dans cette situation, qui n'osent pas briser leur chaîne. Puis il y a une question d'image, de plus être la boss, de plus être celle qui dirige. Ça vous manque pas? Pas du tout. En fait, de plus diriger, comme on dit. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je me dirige déjà moi-même et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà un gros travail. Ouais, c'est déjà un gros. Et puis bon, j'ai 2 enfants qui sont pas très vieux non plus. Et puis j'ai lancé aussi un programme d'auto-coaching parce qu'en fait, je me suis dit, c'est super en fait la mission de vie, tout ça, mais comment on fait pour savoir en fait qui on est vraiment et pourquoi on est fait. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que là, j'ai eu le premier retour des personnes qui l'ont fini et qui utilisent des mots, mais j'aurais même pas pu imaginer qu'ils puissent dire ça en fait. Auto-coaching, donc ce sont des vidéos qu'on peut télécharger. Alors c'est de l'audio. En audio, et on écoute, on met son casque. On écoute, on met son casque. C'est votre voix, hein? C'est ma voix, toujours ma voix. Ouais. Et vous avez réussi à poser votre voix, c'est un métier, ça? Ça fait, aussi, c'était pas dans vos cordes au départ? C'était complètement, c'est venu complètement de façon naturelle. En fait, alors j'adore chanter, je chante depuis que je suis toute petite. D'accord. Mais c'est un truc, quand la première fois que j'ai entendu ma voix, après avoir fait une interview, je me suis dit, c'était une surprise. C'était votre destin. C'est ça. Merci Charlotte Desrosiers-Natral d'être venue sur le plateau. Podcasteuse, on peut vous trouver, j'imagine, sur l'ensemble des plateformes. Tout à fait. Pourquoi pas moi, hein? Pourquoi pas moi? Il faut mettre pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, exactement. Ça, c'est des podcasts. Le prochain, il vous a dit oui d'ailleurs, votre papa d'élève? Il m'a dit oui, il m'a dit pas tout de suite parce qu'il est très très chargé, mais il m'a dit oui. Donc, c'est un chanteur? C'est quoi? C'est un chanteur. Un chanteur, j'en étais sûr. Parce qu'à Marseille, il y a quelques chanteurs qui sont venus se réfugier parce que vous êtes installé à Marseille. Merci d'avoir fait le voyage. Avec plaisir. Et si je changeais de métier, édition Mango, voilà, il s'affiche, regardez comme c'est moderne, Bismart. Vous l'avez même à l'antenne. Merci Charlotte d'être venue sur notre plateau. On va faire du droit, parce que même quand on a une toute petite entreprise, vous êtes confronté aussi à ces questions. On va parler de l'achat public. Je ne sais pas si vous êtes concerné dans votre petite structure par l'achat public, mais vous avez dû l'être dans votre vie d'avant. On en parle tout de suite avec un expert, et c'est Smart et Réglo, évidemment. Smart et Réglo avec l'achat public. L'achat public, c'est souvent source de difficultés pour les élus locaux, pour des élus politiques. Souvent, on leur reproche bien d'avoir oublié l'appel d'offres qui va bien, qui permet à tout le monde de pouvoir être en concurrence. On rentre dans le cadre des achats publics. Mickaël Soto, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous allez nous éclairer, expert senior département secteur public chez SVP Information Décisionnelle, qui vient beaucoup sur notre plateau et qui nous apporte une véritable valeur ajoutée sur ces sujets. D'abord, quand on parle d'achat public, de quoi on parle exactement? Parce que c'est extrêmement codifié. Alors tout à fait, vous avez commencé par la polémique tout à l'heure sur le respect des règles, mais l'achat public, c'est globalement l'ensemble des règles qui vont diriger les conditions d'achat pour l'administration en général, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et l'administration au sens large. Alors l'achat public, c'est, je pense spontanément parce que je les connais, c'est l'UGAP. Achat public, centrale d'achat. Concrètement, pourquoi on a mis en place et pourquoi on a codifié cet achat public? C'est quoi l'intérêt là au départ, à l'origine? Il est à 2 niveaux. L'intérêt, il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'administration, elle est dépositaire des deniers publics. Donc, elle ne fait pas ce qu'elle veut et elle est soumise à des règles pour les dépenser. Deuxième chose, on est toujours dans du droit. Et dans le droit, il y a une influence communautaire, c'est du droit de la concurrence. Et l'administration, comme c'est un client privilégié, elle ne va pas choisir n'importe quelle entreprise, parce que si elle favorise une entreprise déterminée, c'est au détriment de ses concurrents. Donc on a 2 origines qui mettent en place la réglementation. Alors il y a une réglementation, chacun va pouvoir apporter évidemment son produit, le présenter. Ça va du camion de pompier jusqu'au stylo, à la table en bois. Enfin, l'ensemble de ce dont ont besoin les administrations. Concrètement, il y a eu un grand débat qui a été lancé il y a quelques années, au nom de la réduction des déficits. L'achat public se faisait surtout avec des produits chinois. C'est toujours le cas? Non, c'est pas forcément le cas. Ah, vous sauriez, mais c'est vrai. Alors, c'est pas aussi vrai, parce que ça dépend des produits qu'on veut acheter. L'achat public, il est tellement large, il est tellement global, il concerne tout type de prestations. Si vous faites de la presta intellectuelle, ou vous allez solliciter, pourquoi pas, l'accompagnement d'une boîte média pour un plan com d'un élu local,
Vous n'avez pas besoin d'un communicant chinois, par exemple. Non, si vous achetez effectivement des gommes, des stylos, peut-être que vous aurez des producteurs chinois. Donc l'idée, c'est que c'est un panel de prestations ultra large et on a accès à tous les prestataires. C'est pour ça que c'est ouvert à tous. Alors, on a réintroduit, j'amorçais en fait votre réponse, mais on a introduit des clauses environnementales, Oui. Des règles précises, un travail sur le local. Oui. Les entreprises, quand vous les interrogez, disent « Moi, j'aimerais bien travailler pour le département, j'aimerais bien travailler pour la région. Je suis trop petite, les procédures sont lourdes. » Comment on fait là pour mettre en relation la petite boîte à laquelle on pourrait acheter localement, mais on va plutôt sur une grosse parce que les flux, l'organisation est mise en place? Alors c'est le challenge depuis des années. C'est le challenge depuis des années, donner la possibilité aux PME, TPE d'accéder à l'achat public. Et on a toujours cette espèce de caricature de l'administration rigide, stricte, formaliste. Mais là aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Au niveau local, vous l'avez dit, c'est localement. Je suis implanté sur un territoire et sur ce territoire, j'ai un panel d'acheteurs qui est disponible. Collectivités locales, coopération intercommunale, département, région, établissement public. Tout ça, c'est pour moi. À moi de me faire connaître. Je me fais connaître parce qu'aujourd'hui, je peux faire des démarches auprès des collectivités locales. Donc je vais directement voir la Bien collectivité. entendu, en expliquant ce que je fais, comment je fonctionne. Pourquoi? Parce que les acheteurs publics, eux, sont assujettis, ou en tout cas vont engager des démarches de préparation de leur achat, de définition de leurs besoins. Et ils font du sourcing, et ils cherchent des infos. Et si vous ne leur donnez pas l'info, ils ne savent pas que vous existez. Donc, aller à la Bien rencontre entendu. des collectivités, des métropoles, des départements, des régions, Des communes, oui. et bien sûr des villes, des communes, fait. parce qu'elles sont à la recherche de PME. Est-ce que le Covid, Mickaël, est-ce que la crise Covid a modifié les choses? Ça a accéléré les choses, indéniablement. Bruno Le Maire l'a déclaré à la sortie du premier état d'urgence sanitaire. Il a dit « l'État se doit d'être exemplaire ». Par décantation, les collectivités locales aussi. C'est-à-dire que le caractère exemplaire, c'est de participer à la relance économique. L'achat public, c'est plus de 110 milliards d'euros de dépenses annuelles. C'est gros. C'est 160 000 contrats, c'est 8% du PIB. Donc aujourd'hui, tous les acteurs publics sont des acteurs de la relance économique. Et d'ailleurs, si on veut faire un petit peu de polémique, on dit trop de dépenses publiques, trop de dépenses publiques. C'est pas vrai. La dépense publique, elle est essentielle pour la relance économique sur les territoires. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, soutenir les commerces, les artisans locaux, c'est aussi une démarche qui peut se faire si vous êtes petite collectivité, par exemple. Je vous repose la question, on a accéléré avec cette crise Covid, est-ce qu'on n'est pas encore toujours sur le mieux-disant? On a un déficit public de 9,3, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie. Voilà, une trajectoire à 2027 pour un retour à 3% des déficits. Globalement, les collectivités vont aller au mieux-disant, non? Alors, elles vont mieux-disant ou moins-disant. Mieux-disant, c'est le meilleur dans son secteur. Le moins-disant, c'est le moins cher. Aujourd'hui, on est sur du mieux-disant, on cherche le prestataire. Vraiment? Oui. C'est On pas le cherche- moins-disant. Alors, c'est vrai, je suis enthousiaste. Je suis un peu Un enthousiaste. peu, non? Ouais, un peu, mais il faut y croire quand même. Il faut un peu d'espoir dans cet achat-là. Mais aujourd'hui, on a facilité les choses et le critère prix n'est pas que le critère déterminant. Il y a aussi l'innovation. Respecter les normes environnementales, ça s'est insinué partout dans notre législation. Donc si vous êtes innovant, si vous avez des produits que vous voulez valoriser, qui répondent à des besoins qui sont là, qui sont réels, on a besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez toutes vos chances dans l'achat public. Bon, maintenant, on a aussi des démarches... C'est lourd, quand faciliter les achats. Ouais. Aujourd'hui, on a effectivement un seuil jusqu'à 40 000 euros hors taxe où on peut travailler discrétionnairement avec l'entreprise de son Sans passer par l'achat public. Alors, on passe en par direct. l'achat public, mais au sens achat public large, mais on peut travailler directement avec le prestataire de son choix. Attention, dérogation jusqu'en décembre 2022 liée à la crise, ça c'est les conséquences du Covid. Pour les marchés de travaux, quand on fait réaliser les travaux, ce seuil il est porté de 40 000 à 100 000 euros. Donc il y a des parts à prendre. Donc pour le dire simplement, je peux contacter l'entreprise locale de BTP lorsque le marché ne dépasse pas les 100 000 euros. Exactement. Après, il y a des... Je l'appelle en direct. Vous pouvez appeler en direct. Par contre, vous êtes un bon gestionnaire des deniers publics. Donc, même si vous avez visé quelqu'un, une entreprise déterminée qui est sur votre territoire, vous n'allez pas payer plus cher, parce que vous pouvez acheter moins cher ailleurs. Juridiquement, les organismes de contrôle vérifieront si on a demandé un devis parallèle. Alors, les acheteurs publics sont, normalement, quand vous êtes sur... Parce que parfois, le patron du BTP est aussi le maire d'une commune d'à côté. Alors là, vous tombez sur des risques pénals, du délit de favoritisme, des conflits d'intérêts. Ça, c'est encore un autre épisode de notre Non, législation. mais il y a un maire là, hier qui a été mis en cause pour délit de favoritisme. Oui, bon, il a été mis en examen, puis effectivement, ça repart. C'est vrai parce qu'on est très vigilant aussi sur les procédures d'achat, parce que comme c'est du concurrentiel, comme effectivement, il faut placer toujours les gens sur un principe d'égalité, ouais. eh bien, on doit garantir d'avoir essayé de choisir le plus juste
au bon endroit, au bon moment. Juste avant de nous quitter, Mickaël Soto, une dernière question, c'est une question de paiement. Parce que c'est vrai que les petites et les PME se plaignent des délais très longs, des paiements à 60, 90 jours, parce qu'il faut remplir le dossier, il faut avoir le retour du paiement, il faut qu'il y ait des tampons partout. À la fin, la PME dit, j'ai pas la trésorerie pour attendre 90 jours. Bon là, je suis encore super enthousiaste, Oui, vous allez vous moquer. Vous aimez l'achat public, hein. Non, j'aime bien ça, pour les entreprises comme pour les acheteurs publics. Déjà, au niveau des délais de paiement, on a un délai global de paiement fixé par des textes qui est à 30 jours maxi. Après, il peut être dépassé, mais l'administration... Il est dépassé. L'administration, pas toujours, l'administration paye des intérêts moratoires. Première chose. Deuxième chose, crise Covid. On a facilité les régimes des avances aux entreprises et notamment aux PME. Exact. On a monté le montant des avances. Aujourd'hui, on peut avoir une avance qui est certes remboursable dans la durée d'exécution, mais ça fait du préfinancement. Et ça fait de la trésorerie. Ouais. Bien entendu, pour acheter les fournisseurs. Donc Mickaël, ça marche et c'est une bonne opportunité. Vive l'achat public avec Mickaël Soto. N'hésitez pas. L'optimisme de Mickaël Soto. Il en faut. Il en faut. C'est vrai que c'est la reprise, peut-être, dis-donc. Merci, Mickaël, d'être venu. Vous êtes expert senior département secteur public chez SVP Décision Information Décisionnelle. Merci et à très bientôt de revenir sur ce plateau. Une petite pause café, tiens, ça arrive souvent, même aux experts juridiques, évidemment, il faut une petite pause café. Et fréquemment, mais ils sont eux aussi un peu embarrassés, ces experts. Je le tutoie, je le vous vois. On commence comment quand on entame une discussion avec quelqu'un qu'on connaît un peu? Fanny Griesper nous fait sa pause café. Bon, je la tutoie dans la vie, mais je la vous voirai sur le plateau, évidemment. C'est tout de suite. Tu ou vous? On commence par quoi? Bon, c'est vrai qu'on va vous le dire, dans la vraie vie, je tutoie Fanny, puisque nous travaillons ensemble et que c'est un vrai plaisir. Parce que nous travaillons ensemble. Mais parce que nous travaillons ensemble. Elle ouvre une boîte assez intéressante, Fanny, dans cette chronique sur le tu, le vous, la distance. Quelle distance? Comment on fait là? C'est quoi le... Ah, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, hein? Non, du tout. Hein. C'est un choix, le choix entre le vous, le tu, qui fait partie des merveilleuses subtilités de la langue française, plus qu'un simple choix de pronoms, le tu ou le vous. Il s'agit d'un choix relationnel en réalité lourd de sens. Le vous reste communément associé au respect, à l'autorité, et pourtant, le tutoiement tend à s'imposer, à se généraliser dans nos échanges au bureau, et pas seulement avec nos collègues, avec nos supérieurs aussi, plutôt surprenant. Tu est un autre moyen de communiquer, très symbolique, mais aussi assez risqué, c'est ce que nous allons voir ensemble. Dans le monde du travail, on se dit tu, dans le monde du journalisme, on se dit tu, dans le monde des profs, on se dit tu. Il y a des secteurs, effectivement, c'est confraternel. On se dit tu assez facilement et presque d'emblée, pas toujours, mais c'est effectivement ce qui ressort de l'étude menée par Alex Albert, c'est un sociologue et maître de conférences à l'université de Tours. Il révèle dans son étude que 63% des Français, tous secteurs confondus, utilisent le tu avec leur supérieur direct. Et dans le détail, la pratique n'est pas la même suivant les secteurs. Par exemple, les salariés du public tutoient moins leur chef que ceux du privé, 43% dans le public contre 65% dans le privé. Cette étude, elle révèle également que ce sont les cadres qui sont les plus enclins à tutoyer leurs supérieurs. À l'inverse, les employés, eux, sont plus frileux. Et il existe aussi des différences selon les sexes. 49% des femmes tutoient leurs supérieurs contre 71% des hommes. Pour le chercheur, cet écart s'explique essentiellement par le plafond de verre. Les femmes accèdent plus difficilement à des niveaux hiérarchiques élevés, là où le tutoiement, globalement, est la règle. Mais c'est un rapport patriarcal quand même encore. Hein, totalement. Qui est intéressant. On a plus de mal aussi à tutoyer son patron lorsque c'est un homme. C'est vrai. Et on a rarement une patronne. Une patronne. En tout cas, le tu s'intègre tout de même dans la culture d'entreprise. Oui, alors ce il est là, le tu. Entre collègues, bon, ça n'a rien de surprenant, on le fait depuis de nombreuses années. Mais tutoyer sa hiérarchie, c'est beaucoup plus récent, plus surprenant aussi, car à la base, le vouvoiement sert à marquer la distance, à la différence de position sociale aussi. À l'inverse, se tutoyer, on se tutoie parce qu'on s'estime égaux. Mais voilà, aujourd'hui, en majorité, c'est aussi son chef que l'on tutoie, alors même qu'il nous commande. Tutoyer son N+1, voire son N+2, c'était simplement impensable il y a quelques années. Voire un crime de lèse-majesté, à se demander si le vous, dans certains secteurs, c'est pas le symbole d'un autre temps, car le tu
celui qu'on vous invite à employer dès votre arrivée, on vous dit on se tutoie. Dans une nouvelle entreprise, ça symbolise tout autre chose. Il est révélateur, en réalité, des transformations du monde du travail qui se sont opérées ces 10 dernières années. L'avènement notamment des entreprises dites tribus, vous voyez, c'est moins hiérarchique, quoi. À l'approche décontractée. Et effectivement, ces entreprises au management plus horizontal, car derrière le tutoiement se cache la volonté non dissimulée d'estomper les différences hiérarchiques, de considérer, ou du moins de donner l'impression, finalement que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bref, le tu est associé à des relations plus directes, plus souples, plus égalitaires, à des formes d'interaction socialement valorisées et bienveillantes. C'est le paradoxe du tu, d'ailleurs. C'est un gros paradoxe, c'est plus intéressant. simple, plus cool, plus direct, mais aussi parfois gênant. Certains n'ont aucun mal à tutoyer en tout cas rapidement leur supérieur, mais pour d'autres, le tutoiement ne va pas toujours de soi. Alors en France, c'est vrai que dans le milieu professionnel, globalement, il y a une règle tacite. Vous voyez d'emblée votre supérieur. Et on vous autorise. Et c'est lui qui vous autorise éventuellement c'est la règle de base. tutoyer ou pas. Mais vous attendez son feu vert. Et parfois on l'attend. Et parfois on attend et très longtemps et vous ne l'entendez jamais. Et dès lors que vous entendez un on se tutoie, finalement ce serait un peu comme une faveur, une preuve de confiance. Oui, un passage du vous au tu marque généralement l'évolution d'une relation. Longtemps d'ailleurs, ce fut un privilège relationnel qui devait se mériter. Se voir proposer le tu, c'était un petit peu se faire adouber, voire être dans les petits papiers, et ça, ce n'était pas rien. C'est un leurre, finalement. Oui, en tout cas, c'est ce qu'estime le chercheur Alex Albert. Selon lui, si le tutoiement tend à effacer la verticalité hiérarchique, le contrôle hiérarchique n'est pas pour autant absent. Non. Dans cette pratique du tutoiement, Alex Albert, il voit, je cite, le portrait idéal typique d'un travailleur du privé soumis aux injections paradoxales du néo-management, plus autonome, encouragé à prendre des initiatives, associé au projet de sa structure, mais dans le même temps, évalué de manière quantitative à échéance régulière et motivé par des avantages financiers. Phrase de sociologue quand même. Totalement phrase de sociologue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plus cool, qu'on a de meilleurs rapports, mais on a toujours autant d'exigences. Parce que oui, effectivement, le tu est ambigu. Ça peut même être un piège, donc faites quand même attention. C'est vrai que c'est souvent difficile de s'y retrouver avec un tu qui exprime aussi bien la proximité, l'affection, que en même temps l'irrespect, voire l'agressivité, donc à manier avec des pincettes. Dans le milieu professionnel, s'y frotter, c'est un petit peu se livrer à un véritable exercice d'équilibriste. L'usage de la deuxième personne du singulier s'accompagne aussi d'un vocabulaire plus relâché, voire plus familier. Donc attention, dès lors que vous tutoyez votre supérieur, n'oubliez pas gardez le bon niveau, que sa position de chef reste quand même. Et c'est celui qui saura aussi vous remettre à votre place dès qu'il aura une remarque à vous faire. Et puis le risque, effectivement, c'est aussi de conférer une relation un petit peu plus affective, une dimension un peu plus personnelle, et qui peut devenir problématique dès lors que vous entrez en phase de conflit ou de négociation. Donc vraiment, faites très attention. Si tutoyer un supérieur vous met mal à l'aise, ça peut arriver. Vous pensez aussi peut-être que ce n'est pas professionnel. Dans ce cas, abstenez-vous à trop forcer votre nature. Vous risquez de passer du vous au tu, non sans un certain ridicule, on ne va pas se le cacher, à moins bien sûr que votre chef insiste, et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, si ce n'est effectivement de passer pour un collaborateur coincé, voire hautain, et paradoxalement pas très corporate. Le tu qui tue, merci. Le tu qui tue. Le tu qui tue. Merci Fanny Gressmer d'être venue sur notre plateau. Je la vous vois, c'est normal. C'est un respect qu'on vous doit d'ailleurs quand on vous voit les invités en plateau. Et je ne me verrai pas vous tutoyer. Et j'espère bien. Gardons la bonne distance. C'est la pause café terminée. On fait une petite pause maintenant et on s'intéresse à Siemens. Nous aurons le DRH de Siemens Infrastructure, Smart Infrastructure, ceux qui pensent la ville de demain. On va en parler avec lui. Il y a la technologie, mais il y a aussi les humains dans l'entreprise. On fera le point avec lui sur ce réengagement des collaborateurs au sein de ce groupe mondial. C'est juste après, c'est le cercle RH. Restez avec nous.
Le Cercle RH, notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui avec une très grande entreprise, une marque que vous connaissez, Siemens, entreprise allemande. On fera le point sur cette entreprise et avec nous son DRH, le DRH Jean-Marc Guilvic, DRH de Siemens Smart Infrastructure. On va tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs secteurs, plusieurs business units, près de 340 000 collaborateurs dans le monde, près de 7 000 en France. Oui. Et votre secteur à vous, Jean-Marc, c'est près de 2 000 collaborateurs et 1 860 emplois CDI. J'ai vu, pour affiner les chiffres, peut-être que vous allez me contredire, que vous aviez continué doucement à réembaucher en CDI. J'ai vu qu'il y a eu quelques embauches, 60 embauches là, en 2020, malgré la crise Covid. Alors, on a aujourd'hui 75 postes ouverts. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Vous pouvez aller sur notre site internet en recrutement, les postes sont ouverts. Ce sont des CDI, mais on a également une soixantaine de postes en alternance, puisque nous avons voulu, comme l'an dernier, poursuivre notre politique à l'égard des jeunes. Pour qu'on se le dise simplement, parce que certains regardent la télévision ou le verront sur Internet, poste de quoi? D'ingénieur, technicien, travail dans la comptabilité, dans les bureaux, c'est quoi les postes proposés? Alors, on n'a pas beaucoup de postes dits support, on a plutôt des postes dits de front office. Alors, on a plusieurs métiers chez nous. On a des métiers liés. Alors, on va dire qu'on a des métiers historiques, la sécurité incendie, bien sûr, ce qu'on appelle le building automation ou la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc là, on va parler de la ventilation, de luminaire, de la climatisation. Et puis il y a l'électronique, il y a le smart grid, c'est-à-dire l'idée de faire travailler de l'énergie d'un immeuble à un autre, de réinventer la ville. Absolument. Ça, c'est encore un autre cœur de métier. Dans tous les métiers traditionnels, parce que ça sont plus les nouveaux métiers, dans les métiers traditionnels, on a aussi les métiers liés à la sûreté, donc intrusion, caméra et autres. Puis on a maintenant les nouveaux métiers, où, puisque les bâtiments maintenant ça vit, on dit que ça vit. C'est ça. Qui dit vie dit diagnostic énergétique du bâtiment, solutions à apporter pour ces diagnostics et pour les bâtiments intelligents. Et puis on a aussi tout ce qui est e-mobility, c'est-à-dire les véhicules électriques, les recharges qui vont avec, et puis à côté, bien entendu, c'est tout ce qui est électrification des villes. Donc effectivement, c'est l'électrification des bâtiments, des villes, comment est-ce qu'on le gère? Alors, je suis sûr que vous l'avez lu, cette phrase, vous l'avez peut-être même apprise par cœur. C'est issu d'une interview, d'un article très documenté de Oui Demain, qui est un magazine autour de l'écologie, de la transformation. C'est votre patronne, Barbara Upton, PDG de Siemens USA, qui n'est pas la patronne allemande, qui dirige le groupe. Elle a dit aux États-Unis, et je voudrais savoir comment vous avez géré cette crise Covid, parce qu'après tout, on en sort, mais quelque part, on en a encore les séquelles. Elle dit, nous favoriserons une véritable culture de responsabilité qui stimule l'esprit d'entreprise, les initiatives ascendantes, l'autonomisation et l'engagement de tous les employés, le tout au service de la société. Elle donne des exemples, des imprimantes 3D qui ont servi à faire des masques, des ingénieurs qui sont allés sur le terrain. Ça, c'était aux États-Unis. Votre crise Covid à vous, chez Siemens, ça vous tombe dessus. Là, c'est l'occasion de faire un tout petit peu d'histoire, très contemporaine. Mars 2020. Vous avez des gens sur site, vous avez des gens engagés un peu partout sur le terrain. Comment on fait? On rapatrie tout le monde? Vous êtes une entreprise à la fois de services industriels, donc il faut rapatrier ses équipes. Comment on fait? Il faut savoir déjà que chez Smart Infrastructure, on a nos salariés répartis sur une quarantaine de sites. Oui. On est donc très délocalisés. Pour être au plus près du terrain, pour le dire simplement. Pour être près du client, tout simplement. C'est proximité. C'est la nouvelle client. stratégie de Siemens. Absolument, tout à fait. Proximité client, essentiel. Au début, à l'aune de la crise, on a vu une petite décroissance de notre activité. Là, ce qu'on a commencé à faire, ce sont des classes virtuelles de formation. Donc, on a monté des classes virtuelles avec notre service de formation interne. Obligatoire? Non, pas obligatoire. En fonction de la charge déjà, en fonction de la demande des clients, et en fonction de ça, donc on a commencé à gérer. Puis on a monté une stratégie parce qu'on commençait à voir effectivement l'aune de notre confinement arriver très vite. Et on a monté une stratégie. La seconde vague? Oui, tout à fait. Ouais. On a monté une stratégie autour de plusieurs points. Le premier point qui nous a paru tout de suite essentiel, c'est la sécurité physique et morale de nos collaborateurs. Morale. Physique, pourquoi? Parce qu'on a commandé très vite du matériel pour que nos collaborateurs puissent intervenir en toute sécurité auprès de nos clients. Et ils continuent leur mission client, c'est important de l'entendre. Ils ont continué leur mission client. Ils continuent. Oui, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie des bâtiments. Ah oui. Pendant le confinement, la vie des bâtiments se poursuivait. Ah oui. Les ventilations, la sécurité, il faut être là. Oui, bien, la sécurité incendie, essentielle. Et donc, on a monté des protocoles avec nos partenaires sociaux, avec nos clients. Le protocole était respecté, il y avait intervention. Il n'était pas respecté, il n'y avait pas intervention. C'était sans concession.
Donc ça, c'était le premier pilier, la sécurité de nos collaborateurs, la sécurité morale aussi, parce que nos collaborateurs, il fallait qu'on leur donne aussi un petit peu de vision. Donc on a fait des exercices de communication avec eux via des visios. On a organisé aussi des petits déjeuners virtuels. On a organisé des déjeuners virtuels. Donc ça, c'était essentiel et justement de maintenir, quoi qu'il en coûte pour le coup, ce lien social. Le deuxième objectif, c'était de maintenir notre relation client parce qu'il y avait la vie pendant le confinement, la vie des bâtiments et puis le business après. Ouais. Donc il fallait maintenir ce lien. Là, les forces commerciales ont été extrêmement vives. Moi, j'ai un exemple là-dessus, une anecdote, mais... Pendant le confinement, on a vu qu'il y avait une demande émergente de nos clients sur, par exemple, des caméras thermiques. Ah oui. Notre service commercial s'est mis au rendez-vous de nos clients. On a pu vendre des caméras thermiques. Des thermiques pour voir de nuit, par exemple ? Pardon ? Les thermiques, c'est pour voir de nuit. Alors, les caméras thermiques, non, c'était pour prendre la température des... Ah, les caméras thermiques de température, parce qu'il y a les caméras thermiques qui voient aussi de nuit. Alors, on en fait aussi. D'accord. Et pour le coup, c'était vraiment lié à... Pour avoir la prise rapide de température. Ah ouais. Et là, vous avez pivoté. On a pivoté, on a réussi à faire de la vente là-dessus. Et sincèrement, le service commercial et le service de technique a été absolument remarquable. On a équipé nous-mêmes certains de nos sites en caméra thermique. Vous, le DRH, parce qu'il y a cette patronne, Barbara Hampton aux États-Unis, qui dit qu'il faut que tout le monde s'engage. On va parler de l'engagement, parce qu'on est à un moment de rupture, on est vraiment sur une ligne de crête où on demande aux collaborateurs, et beaucoup d'entreprises demandent à ce qu'on revienne sur site. D'ailleurs, on le voit sur les routes, on le voit dans le métro et dans le RER, les salariés reviennent sur site. Il faut aussi, à ce moment-là, pour vous, le DRH, être quand même les pieds bien ancrés au sol, parce que il y a quand même vous traversez une très forte tempête. J'imagine que dans votre vie de DRH, dans votre expérience de vie professionnelle, c'est la première fois que vous aviez affronté une crise pareille. Alors des crises, j'en ai connu, c'est le propre de la vie d'une entreprise. Mais pas de cette intensité. Une pandémie mondiale, pareil, non, jamais. Enfin, non, je ne pas là pour la grippe espagnole, si vous voulez. C'est ça, là vous étiez, oui, effectivement, sinon vous seriez né au début du siècle. Mais vous, dans votre histoire de DRH, est-ce qu'on est traversé par des doutes, par de l'inquiétude, parce que le business est quand même sérieusement impacté là? Alors, on a eu des doutes et des inquiétudes. Oui, on est obligé de les traverser, mais on est aussi obligé de les surmonter. Si nous-mêmes, on n'a pas ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire si nous-mêmes, on n'est pas apporteurs de solutions vis-à-vis de notre organisation, vis-à-vis de nos collaborateurs... Et de vos clients, par ailleurs. Et de nos clients, on ne l'aura pas à notre place. Donc ça, c'est essentiel. Il y a l'accord, alors on avance, parce que deuxième vague, de nouveau le télétravail, là celui-ci s'organise un peu mieux que le premier. Les enfants n'étaient pas forcément dans la cuisine à jouer au Lego. Ça s'organise mieux, les gens ont leurs outils et vous aboutissez à un accord de télétravail comme beaucoup d'entreprises. Vous le faites de gaieté de cœur, vous dites de toute façon c'est l'avenir du travail où les partenaires sociaux, les salariés ont plutôt envie. Comment ça s'est joué chez vous à Siemens, cet accord de télétravail ? Vous avez poussé ou pas sur ce sujet ? En fait, ça a été d'une grande facilité. Je vous l'ai dit, on est très délocalisé. Donc déjà, le fait de travailler à distance, c'est un peu dans notre ADN. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a un accord télétravail qui était chez nous depuis 2013, avec une journée par semaine. Donc les salariés avaient déjà cette appétence, avaient déjà cette connaissance du télétravail à raison d'une journée par semaine. Là, on est passé à un accord de télétravail entre 2 et 3 jours par semaine au moment du retour à la normale. Pourquoi ? Parce que simplement les salariés... 3 jours à la maison, 2 à 3 jours à la maison. Oui, absolument. Pour 2 jours sur site. Oui, 2 à 3 jours sur site. Avec liberté de venir plus souvent ou c'est une règle fixe ? Non, c'est pas une règle fixe, à savoir c'est basé sur le volontariat. D'accord. Tout à la fois du salarié, en collaboration avec le manager. Ce qu'on veut justement, c'est favoriser cette fameuse phrase que vous avez dite, à savoir être apporteur de solutions ensemble. Et proactif. Elisabeth Borne dit un peu l'inverse, parce que si les salariés exigent de venir 5 jours sur 5, Elisabeth Borne dit non, il faut que vous restiez au moins une journée à la maison. C'est un peu contradictoire. Là, j'imagine que vous êtes un peu comme ça face à ce qu'annonce la ministre, un peu embarrassé. Oui et non, parce qu'en fait, on colle complètement à l'actualité du gouvernement. On est obligé de se tenir aux recommandations gouvernementales. On ne passera pas outre. Là, je vous reparle d'un retour à la normale. Aujourd'hui, on colle complètement à l'actualité gouvernementale. Si quelqu'un veut venir 5 jours sur 5, ça paraît très difficile. Ouais. Ça paraît difficile, sauf cas extrême, parce qu'on a des cas de personnes en grande situation d'isolement, ou bien alors en forme de précarité, parce que simplement les loyers sont très chers à Paris, donc des petits appartements, c'est pas bon pour eux. Et il y a des salariés qui nous demandent à revenir beaucoup plus souvent, mais la majeure partie du temps, on n'a pas encore cette problématique de 5 jours sur 5 sur site. Alors Jean-Marc Guilvic, vous là le DRH, je suis sûr que vous êtes concentré sur cette question, qui est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'émission, qui est le mot engagement. Oui. À la fois rétention de talent,
engagement des collaborateurs et puis attirer de nouveaux talents parce qu'il y a des nouveaux métiers dont on parlait tout à l'heure qui vont transformer notre quotidien. Et derrière, il y aura probablement Siemens. L'engagement d'abord. Quel est l'état d'esprit des collaborateurs? Ils sont dans quel état d'esprit là? Est-ce qu'il y a des difficultés à les engager? Alors déjà, il faut savoir que, paradoxalement, je vous l'ai dit, on est dans une gestion de croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en ce moment, en pleine croissance. Donc, Siemens cartonne. absolument. Ouais, non, il faut le dire, les chiffres sont bons. D'où les postes ouverts aujourd'hui, d'où le fait de se réengager. Donc ça, c'est une première chose. Donc on n'a pas une gestion de crise à avoir. Ça, c'est important à comprendre. Pour vous, le DRH, c'est pas mal, ça. Je ne dis pas que c'est confortable. Bah non, mais il n'y a pas de plan social à gérer. Non, bah oui. Non, pas d'utilité. Bah oui. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Sur l'engagement des collaborateurs, effectivement, on a cet accord de télétravail qui vient aussi nous conforter dans l'engagement. C'est un plus et on veut le poursuivre. Sur l'engagement des collaborateurs, il faut savoir que pendant la première pandémie, on avait fait attention aussi à assurer la sécurité financière de nos collaborateurs. On a voulu maintenir le salaire à 100% pendant la petite période de chômage partiel que nous avons eue. Avec des primes qui ont été distribuées, je ne l'ai pas précisé. Tout à fait. En novembre 2020, avec 1 000 euros, je crois, 1 000 euros par collaborateur. C'était une enveloppe de 200 millions d'euros. Ouais. C'était quand même un plus important quand même. C'était un geste fort du groupe que nous avons donc relayé en France via une prime défiscalisée. Je crois qu'on peut en être fier. Et puis c'était une façon de dire merci aussi aux salariés de leur engagement. Après, l'engagement, ça passe par différents niveaux. On vient de créer là ce qu'on appelle une plateforme solidaire où, par exemple, 2 jours par an, des salariés peuvent gérer un sujet qui leur est propre, un sujet sociétal. Là, je vais vous donner un exemple parce que je le trouve super vertueux. On a des salariés de la région sud-ouest qui, dans le cadre de Octobre Rose, que vous devez connaître, vont descendre le canal du Midi à pied, en vélo et à la nage. Il faut savoir que chez nous, on a un double champion du monde d'apnée. Autant vous dire que Jean-Marc Barre pourrait se rhabiller. J'ai vu le palmarès du collaborateur, c'est impressionnant. Donc ça, on va le relayer, mais on va le relayer avec des actions qui sont vertueuses, avec des actions aussi de communication. Il porte la marque Siemens, j'imagine, quand il descend à 120. C'est quoi? C'est une descente à plus de 100 mètres? C'est ça, c'est ceux qui descendent Oui, mais alors là, pour le coup, il ne le fera pas en apnée parce qu'ils vont traverser le canal du Midi. Je crois que ça doit faire 250 km, mais c'est quelque chose de formidable. Extraordinaire. Et ça, on le supporte. Et ça, pour vous, c'est de l'engagement aussi. C'est une manière de rester groupé autour d'une initiative, d'un projet. Ouais, tout à fait. En fait, en creux, sans que vous me le disiez vraiment, mais il y a quand même des difficultés aujourd'hui, et vous n'êtes pas le seul sur ce plateau à venir nous en parler, des difficultés des collaborateurs en matière d'engagement. C'est très philosophique, il y a même un rapport au travail. Est-ce que vous sentez que cette crise Covid a finalement un peu dérégulé notre rapport au travail? Ça a bouleversé complètement tous les codes liés au travail. Tous les codes. Tout est remis en cause. Ce qui va manquer le plus aujourd'hui, dans le cadre notamment de l'engagement, j'ai écouté juste avant votre rubrique pause café, c'est la fameuse pause café. Vous n'avez plus aujourd'hui de pause café avec un collaborateur, vous pouvez échanger des informations. Sur sa vie aussi, ouais, bien sûr, au boulot même, mais détendu. Donc vous avez une déperdition d'informations qui est considérable, vous avez un manque de cohérence et de cohésion dans vos actions qui est absolument incroyable, ce qui fait qu'à la place de la pause café, vous faites une pause Teams. Plutôt que d'avoir un échange informel devant un café, vous faites un échange d'1 heure pendant une réunion Teams. Puis comme vous avez planifié une réunion d'1 heure, cette planification, il faut vraiment qu'elle dure 1 heure. Donc vous vous engagez vous-même à créer un environnement de réunion. Et ça, il faut qu'on en sorte. Juste en termes de productivité, je le dis, Siemens et votre secteur d'ailleurs Smart Infrastructure marche bien, parce que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur de développement. On a perdu du temps ou on en a gagné avec toutes ces réunions Teams? C'est-à-dire, il y a un vrai débat de diagnostic. Certains ont dit, mais la productivité était bonne, les collaborateurs ont tenu. Vrai ou pas vrai, ça? Vous avez, j'imagine, mis quelques tableaux de bord pour vérifier quand même. C'est partagé, si vous voulez. On a gagné du temps parce que, effectivement, c'est une nouvelle façon de procéder. On a gagné du temps, ne serait-ce que dans les déplacements. Comme on est décentralisé, vous savez, les voyages et autres, ça prenait beaucoup de temps, puis c'était fatigant. Et là, ça permet de réguler. Après, le tout Teams n'est pas bon non plus, comme le tout Réunionite n'est pas bon non plus en présentiel. Donc là, c'est un juste équilibre. C'est vraiment quelque chose de précaire à trouver. Avant de nous quitter, c'est le DRH, évidemment, vous n'êtes pas ingénieur en Smart Infrastructure, mais quand même, ce qui est intéressant dans ce que vous développez en matière de marque employeur, ça attire ces nouveaux ingénieurs qui disent, après tout, moi, j'ai plutôt envie de bosser dans une entreprise qui régule l'énergie, qui en consomme moins. Ça, c'est quand même un élément de marque employeur assez fort pour vous, quand on attire des talents. C'est un défi, énergétique très fort. Donc, effectivement, on attire. Et aujourd'hui, les jeunes talents, ils sont très attirés par tous les enjeux sociétaux. Et là, c'en est un. Là, vous êtes dedans, là. Ah oui, absolument. Tout à fait. Innovation, recherche, ça aussi, c'est un élément de marque employeur en expliquant qu'on n'a pas encore tout inventé.
sur ces sujets. Il y a encore plein de choses à faire. J'imagine que Siemens travaille sur des projets innovants en matière de Smart City. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, Siemens a cette faculté à pouvoir innover, à pouvoir se renouveler. Oui, c'est sa puissance, sa force. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est l'entreprise qui disposons le plus de brevets à l'année. Parce que simplement, on est innovant, on est créatif, et l'empowerment, ça doit faire partie de notre ADN. Mais la créativité, elle est partout, l'innovation est partout. Jean-Marc Guilvic, votre rentrée de septembre, vous la présentez comment? Pour qu'on soit concret, 40 sites disséminés un peu partout pour être au plus près du client. Vous prenez le sifflet, on rapatrie tout le monde au boulot, tout le monde au bureau. Comment ça se vit? Parce que c'est ça qui est important. Concrètement, des salariés vous disent moi j'étais bien en télétravail, ça marchait bien. Ouais. J'allais mettre les pieds dans la pelouse, je pouvais faire mes courses, j'avais pas 300 bornes en voiture à faire. Enfin, là, vous voyez, c'est des choses concrètes que les partenaires sociaux doivent vous dire aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'on va travailler sur le retour à la normale avec eux. On va créer des groupes de travail avec nos propres salariés, potentiellement peut-être un consultant pour nous guider, pour savoir quelle est la bonne granularité à donner à nos actions, mais on ne le fera pas seul. C'est pas moi qui vais décider à un moment donné de la façon dont ça va se passer. Non, c'est collectif. Retour à la normale. Retour à la normale. C'est septembre. Ça veut dire que là, au moment où nous nous parlons, vous allez rentrer sur votre site à Vélizy. Ouais. On n'est pas dans le retour à la normale. Vous rentrez dans des bureaux qui sont encore vides là. On rentre dans des bureaux qui, de toute façon, respectent les jauges. Et effectivement, il n'y a pas grand monde dans les bureaux en ce moment. Donc le retour à la normale pour l'entreprise, dans sa prévision, c'est septembre. On espère. Vous savez, moi, je ne suis pas... Et on parle d'une quatrième vague, vous avez vu. Oui, on parle déjà de quatrième vague. J'en ai entendu malheureusement parler. Ça ne pourra passer que par la vaccination, je pense. Donc, maintenant, c'est à nous, collectivement, de faire un effort pour nous réemployer et nous réengager. Avant de nous quitter, rappelons les postes ouverts, Jean-Marc Guilvic. Ouais. Combien 30, 50 postes ouverts là aujourd'hui? 75. 75 postes, 75 postes. Qui seront dans Smart Infrastructure. Ouais. Là, non pas en support, pas en back-office, mais vraiment en front. Ouais. Ingénieurs, techniciens. Les profils que vous recherchez, c'est quoi là aujourd'hui? Alors, pour les techniciens, c'est des bacs plus 2, 3, donc en gestion technique du bâtiment, sûreté, comment s'appelle, sécurité incendie. Sécurité incendie. Voilà. Ça, c'est pour les cœurs de métier. Voilà. Et en ingénieur, j'imagine des énergéticiens. Voilà, absolument, tout à fait. Qui sont un des cœurs de métier de l'entreprise Siemens. Merci d'être venu nous éclairer. Je vous en prie. Vous n'avez pas volé vos vacances, j'imagine, là, quand même, non? Parce que les DRH n'ont jamais été autant mis en avant que pendant cette crise. Vous aussi, ça vous a transformé? Oui, je crois qu'on a une communauté RH chez Siemens, en tout cas très forte, très solidaire, ce qui a été notre force pendant cette période-là, parce qu'on a pu vraiment échanger, et ça nous a tous vraiment transformés. Comment, d'ailleurs? Qu'est-ce qui a changé chez vous? En positif, vous m'auriez dit il y a 3 ans qu'effectivement on allait signer un accord télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. Vous ne l'auriez pas cru? Non, même moi-même, je n'y aurais pas cru, et pour autant, c'est très vertueux. Mais il faut être à l'écoute de l'environnement, il faut être à l'écoute de l'actualité, il faut savoir répondre aux enjeux sociétaux, aux enjeux de notre entreprise. Et voilà, s'il faut savoir évoluer, voilà, il faut évoluer avec le temps, avec la pandémie aussi. Et donc s'adapter aux transformations du monde et du monde du travail. Absolument, tout à fait. Merci Jean-Marc Guilvic. Merci à vous. DRH Siemens Smart Infrastructure. C'est tout ce qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs, ce secteur, mais qui transforme nos vies quotidiennes. Il n'y a pas forcément le mot Siemens dessus, mais parfois on transfère de l'énergie d'un immeuble à un autre. Quand un immeuble se ferme d'un côté, on met du chauffage sur l'immeuble de bureau. C'est toute cette vie-là, finalement un peu souterraine et bien utile parce que ça consomme moins d'énergie. C'est très important. Merci Jean-Marc. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Vous avez forcément entendu parler de ces ingénieurs arts et métiers. Vous en avez peut-être d'ailleurs chez Siemens, les Gadzar, qui sont évidemment une marque, un prestige. Et on va en parler dans quelques instants dans Fenêtre sur l'emploi. Mais il y a une petite frange de ces ingénieurs qui commence à être inquiets, la crise aidant. Et on va en parler avec l'association des alumni, les anciens élèves des Gadzar. Il sera sur notre plateau dans quelques secondes. C'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, j'évoquais les Gadzar. Alors c'est une tradition presque séculaire, les ingénieurs arts et métiers. Albin Cantalupo, merci d'être avec nous. Délégué général d'arts et métiers, alumni. Les alumni, ce sont les anciens élèves, les anciens étudiants. On en a aussi à Sciences Po, on en a un peu partout. L'association donc des ingénieurs arts et métiers. Vous l'êtes vous-même ? Oui, je suis donc promotion en 1990, promotion d'entrée. D'entrée. Donc Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Arts et métiers, c'est à Paris, mais délocalisé aussi. On est d'accord ? Oui, en fait, il y a 8 campus, donc 7 en province et le dernier à Paris.
C'est une tradition, il y a une culture arts et métiers, il y a un prestige. Et ce qui est très intéressant dans ce dont vous allez nous parler, c'est que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a quand même un peu d'inquiétude chez les ingénieurs arts et métiers, parce que j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui étaient un peu plus de 20%, commençaient à se dire, je ne suis pas sûr de garder mon job, en tout cas c'est incertain. C'est ça d'abord la réalité de la plateforme, puisqu'on va parler de cette plateforme. Oui, tout à fait. En fait, on a fait un sondage auprès de nos camarades et on a eu 1704 répondants. Et sur ces 1704 répondants, ce qui est relativement significatif, on a eu donc 15% des Gazards qui se disaient sans emploi et surtout 22% liés à la Covid. Et c'est là où on a un point d'inquiétude. Impactés par la Covid, là. Oui, impactés par la Covid. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur emploi, il y a une rupture de contrat à cause de la crise. Exactement. Donc c'est cet élément-là qui nous a amené à réfléchir et à voir ce que l'on pouvait proposer. Mais excusez-moi d'y revenir, mais le prestige quand on dit il est ingénieur arts et métiers, tout d'un coup ça pose un homme. Comment se fait-il qu'il y ait comme ça, même pour cette catégorie d'ingénieurs, des risques de perdre leur emploi ? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la crise liée à la Covid touche tous les salariés. C'est tous les secteurs qui sont concernés. Même les Gazards, même les... Oui, même les Gazards. Je dirais, dans le cadre de mes fonctions, on a des rencontres avec les délégués généraux des autres alumni, et c'est l'interrogation que se pose l'ensemble des alumni. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il y aura une vague plus ou moins massive de licenciements et dans lesquels l'ensemble, je dirais... Cette question, vous la posez collectivement ? Oui. Parce qu'effectivement, tout le monde est un peu excusez-moi de le dire, dans le brouillard. On nous annonce une reprise, une relance économique, puis en même temps, ceux qui sont sur le terrain se disent, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, je dirais, grâce à l'aide du gouvernement et ce qui est mis en place, ça permet aux entreprises de passer un certain cap. Oui. Jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. Donc c'est vrai, et là je reprends vos mots, il y a un léger flou qui peut apparaître sur l'avenir. Le seul point, je dirais, positif qui est à noter, c'est que depuis janvier 2021, on voit une légère reprise. Pour donner un exemple, en 2019, on recevait au niveau de l'association 2000 offres d'emploi par mois. Elles arrivent, on parlera de la plateforme, parce qu'il y a quand même une plateforme qui contrôle tout ça. Tout à fait. Et en période Covid, donc sur l'année 2020, on est tombé à 200 offres d'emploi. Donc on a divisé par 10, ce qui montre que le marché était relativement atone. Depuis janvier, on voit une légère reprise, puisqu'on est remonté à 500, 700. Mais loin du compte. Mais complètement très loin du compte de base. De 2019. Bien sûr. Donc ça veut dire que là, il y avait besoin pour vous, et vous parlez des alumni en général, mais pour vous aux arts et métiers, que les alumni, que vous, délégué général, vous preniez en main votre destin et que vous disiez, on va s'organiser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de dynamiser le réseau, faire se rencontrer l'offre et la demande, parce que c'est souvent ça le débat. Oui, alors déjà, on se base sur une structure régionalisée. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir 120 délégués carrières qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, voire l'international, puisqu'on en a en Allemagne, sacré maillage, en Angleterre. Et je dirais, ce maillage territorial permet d'être en proximité en local. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Pouvoir répondre à des questions, je dirais, localement. Mais on a voulu aller plus loin. Je dirais, c'est pas suffisant uniquement par rapport à la pandémie. Accompagnement, coaching. Voilà, donc on a des coachs professionnels. On a 2 coachs professionnels, Frédéric Belk et Joël Planche-Ryan, donc qui nous aident là-dessus, qui ont fait plus de 1200 coaching en 2020. Donc il y a une demande, Excusez-moi, on a beaucoup de coachs. Des coachs pourquoi ? Pour remettre en confiance, pour réadapter par rapport à la demande, pour préparer un entretien. C'est quoi le coaching ? Alors exactement. C'est d'une part pour préparer, je dirais, un futur emploi, pour remettre en confiance aussi, puisque c'est un élément qui est apparu, je dirais, des formes de perte de confiance de la part de nos sociétaires. Et donc là, comment on pouvait faire ? Donc là, je vous expliquerai ce qu'on a mis en place. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on puisse apporter une réponse, c'est-à-dire, je suis Gazard, je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais ? Donc on a
Et à qui je m'adresse? Est-ce que j'ai un site qui me permet d'aller sur Internet, dire bonjour, comment je fais? Voilà, et c'est exactement ce qui nous a amené à centraliser l'ensemble des actions que l'on peut mener au travers de tutoriels, de webinaires, de rendez-vous de coaching, d'offres d'emploi sur un seul site. Et un seul site avec une double entrée, une première entrée classique, tutoriel pour comment mieux faire mon pitch ou autre, mais aussi une entrée, je viens de perdre mon emploi. Et donc, quelles sont les questions que je suis amené à me poser? Et là, pour éviter à chacun de refaire la démarche, d'avoir sur une seule plateforme l'ensemble des réponses. Alors, des réponses liées à l'emploi classique, mais aussi, on a mis en avant un réseau d'experts arts et métiers par rapport à des gazards qui voudraient s'orienter vers le conseil. Donc ceux qui veulent commencer déjà à switcher un tout petit peu, quitter le domaine de l'ingénieur pur? Oui, exactement, de l'emploi, on va dire classique. Changement de carrière, quoi, en quelque sorte. Dans une entreprise, ou certains qui veulent s'orienter vers de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise. Donc, tous ces moyens ont été mis sur une seule plateforme et qui permet de répondre. Plateforme, donnez-nous l'adresse avant de nous quitter, parce que c'est important quand même qu'on ait une adresse. J'imagine qu'on va sur Arts et Métiers plateforme. Qu'est-ce qu'on met? On met Arts et Métiers, priorité emploi. Priorité emploi. Pour ceux, alors ça ne concerne, qu'on soit bien d'accord, peut-être que c'est restrictif, les ingénieurs qu'on fait Centrale ou qu'on fait d'autres écoles d'ingénieurs, ils se débrouillent, on est d'accord. C'est réservé à ceux qui peuvent dire je suis de la promo 82, 86, 83. Oui. Il faut quand même montrer patte blanche quand même. Oui, là-dessus, oui, sachant qu'on partage par contre ce que l'on a mis en place, on le partage avec les autres alumni, puisque là-dessus, je dirais, il faut qu'on soit tous solidaires sur cette problématique de l'emploi. J'ai perdu mon emploi, je suis gazard, et ensuite, il y a tout un travail, il est pris en main sur le site, j'imagine, pour être accompagné, soit en tutoriel, et il est libre, et après, il y a des entretiens, il peut être ensuite en présentiel avec quelqu'un? Alors, il peut avoir soit des entretiens en visioconférence, puisque s'il est distant de Paris, s'il est sur la région parisienne, il peut venir bien sûr Paris faire du coaching. Et là, ce qu'on a lancé, c'est une des autres portes d'entrée, c'est « Je veux aider mes camarades ». Un réseau de solidarité. Voilà, ça nous a permis de recruter 35 camarades pour faire des entretiens. Donc là aussi, ça permet de commencer à... Solidarité, accompagnement, mentorat en quelque sorte. Exactement. C'est du mentorat. Merci Albin Cantalupo, c'était un plaisir de vous écouter. N'oubliez pas Gazard, Arts et Métiers, si vous avez fait les Arts et Métiers, il y a toute une plateforme avec les alumni qui vont vous aider, vous accompagner, peut-être parce que vous êtes resté longtemps dans une entreprise et que c'est aussi l'occasion un petit peu de se dépoussiérer, parce que c'est vrai qu'on a pris des habitudes, parfois mauvaises, et c'est l'occasion de repasser par les alumni. Merci Albin, délégué général d'Arts et Métiers, alumni, association des Gazards. C'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Romain à la réalisation, Justine au son. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Pauline Gratel et je remercie évidemment Margot à l'accueil invité. Merci Albin d'avoir terminé l'émission avec nous. Je serai là demain, évidemment, le Cercle RH avec les experts. On parlera du déficit public et puis on parlera aussi des règles de télétravail. Ça ne se passe pas si bien que cela dans les entreprises, justement. Merci et à demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.